On va avancer dans le débat avec Corinne Vesoni, architecte, urbaniste et qui, elle aussi, expérimente aujourd'hui une période de confinement inédite. Alors, elle va nous dire d'abord dans sa pratique personnelle comment elle évolue et puis après sa vision, quelles sont les traces que cette crise peut laisser sur son travail et sa vision au total du territoire et de la ville de demain. Corinne. Oui, moi, effectivement, j'ai pris le vélo là. Depuis 2 mois, je viens à mon cabinet en vélo et je passe par la corniche, donc je passe par la piste cyclable. En fait, en réalité, je ne l'utilise plus parce que je passe par les routes, les rues, parce qu'il y a tellement de monde sur la piste cyclable, pour finir, qui marche, qui court, qui fait du vélo, tout le monde se croise. Et ce que disait Jean, c'est vrai, quand on est en vélo très proche, on souffle et puis cette question se pose largement. Mais on y reviendra. Peut-être je voudrais juste dire une chose, c'est que une espèce d'historique de l'histoire de l'urbanisme, c'est que ces 50 dernières années sont extrêmement étonnantes par rapport à l'histoire de l'urbanisme parce que c'est la première fois depuis 50 ans que l'homme s'est détourné, s'est éloigné de la question des aléas et de la nature. Jusqu'à présent, l'urbanisme a toujours été complètement pensé pour des raisons de santé. Et à chaque crise, à chaque épidémie, l'urbanisme a été mis en cause. Et c'est vrai depuis la Renaissance, depuis le XVIe et XVe siècle en Italie avec Alberti et Palladio, qui ont essayé de travailler sur comment ramener de l'air dans les villes, dans les espaces aussi des hôpitaux, les coupoles sont arrivées en Italie pour des raisons sanitaires, pour évacuer l'air vers le haut. Ensuite, il y a eu évidemment Londres avec la peste, avec le choléra, où les égouts ont été installés à cause de ça. Paris avec Haussmann, on connaît bien le sujet parce qu'il y avait le choléra dans Paris. Et que faire de cette ville médiévale extrêmement dense où les gens étaient les uns sur les autres et le choléra se développait. Et le baron Haussmann décide d'ouvrir des grands axes pour ventiler la ville, pour faire rentrer l'air, pour faire que le miasme sorte de la ville. Et donc, il y a eu ces grands tracés urbains qui sont tous, à chaque histoire de l'urbanisme, ça a été ça, à Barcelone, c'était lié à la santé. Et donc, finalement, on peut se dire que c'est un événement particulier, là, aujourd'hui qu'on vit, on peut se poser cette question-là, finalement. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, effectivement, Paris, après, on s'est rendu compte que le choléra, ce n'était pas l'air, mais c'était l'eau. Mais quand on s'en est rendu compte, on a travaillé sur la différenciation entre les eaux usées et les eaux propres. Donc, ça a généré à chaque fois des options très, très fortes dans le choix de développement des villes. Donc ça, c'était juste un petit historique, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Après, c'est à la période test. Cette idée de test, on peut l'accepter, j'en ai souvent parlé, même au moment du Vieux-Port d'ailleurs, c'est que dans les moments de test, les gens acceptent les choses, acceptent de vivre ou de fonctionner différemment. Parce que c'est une période particulière, on vit à un moment particulier, cette période de déconfinement va poser cette question, on va peut-être pas vivre, on va certainement pas vivre et fonctionner de la même manière qu'on vivra dans quelques mois. Et on a quelques mois devant nous, là, 2-3 mois, où on peut dire, eh bien, on teste des choses, on teste des options. Ces options, on aura le temps de voir si elles fonctionnent, on les conserve, sinon elles disparaissent. Mais je pense que la population est plus à même d'accepter des changements de fonctionnement dans ces périodes-là parce qu'on sait que c'est temporaire. La ville de Paris, il y a quelques années, Delanoë avait opté pour ces solutions. Il travaillait sur des rues, il faisait des travaux sur des rues, la rue était fermée et la population empruntait d'autres voies, d'autres axes parce que la rue était fermée, donc il fallait l'éviter. Et donc découvrait qu'il y avait d'autres parcours pour allier d'un lieu à un autre. Et puis, lorsque les travaux terminaient, eh bien, ils n'ouvraient plus la rue, elle devenait piétonne. Et tout le monde avait pris d'autres habitudes
et tout le monde l'avait accepté parce que les habitudes étaient prises. Il l'aurait fait à l'inverse, immédiatement, en disant la rue est piétonne et vous vous débrouillez pour trouver d'autres accès. Ça n'aurait pas du tout été la même chose et personne ne l'aurait accepté. Donc, ces périodes-là, on voit bien que on peut aussi, et tout le monde en a parlé, se dire qu'on a des possibilités de tester d'autres modes de fonctionnement et de parcours. Moi-même, qui prends le vélo, je ne le prenais pas jusqu'à présent. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que c'est un vélo électrique. Et donc, les montées, c'est déjà plus simple. Mais je crois que la métropole, je ne sais pas, Lionel le dira peut-être, je crois que la métropole propose des aides pour l'achat des vélos électriques. Et c'est le département surtout à ce stade. Hein. Le département. Ouais. Donc, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais on pédale quand même. Et donc, je me rends compte, moi, que ce vélo, je me dis, ben, finalement, peut-être je continuerai. En tous les cas, quand je n'ai pas des réunions où j'ai besoin de la voiture, peut-être que je continuerai. Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire la même chose ou qui ont beaucoup plus marché. On le voit autour de nous, les gens marchent plus. Donc, ce que disait Laure, c'est tout à fait vrai. On va peut-être provoquer ce désir de marche qu'on a perdu complètement. Il y a 50 ans de ça, les gens marchaient beaucoup plus pour se déplacer et pour la santé, etc. Donc, il y a la question de cette histoire du vélo où je me rends compte qu'il y a tellement de monde et que les pistes cyclables sont tellement finalement étroites, et c'est normal, sinon on a des normes qui sont actées, on se croise. Et effectivement, on souffle, le fait du croisement fait qu'on se frôle parfois et on est en face à face. Et finalement, la décision que j'ai prise, c'est de m'installer sur la voirie. Parce que là, je croise moins de monde. Alors, il faut que j'aille beaucoup plus vite, mais je croise beaucoup moins de monde. Et effectivement, la grande question qui se pose, c'est, et je sais que c'est contraire à ce que les associations de cyclistes proposent, c'est le partage de la voirie. Et c'est vrai que ça, je trouve aberrant. On est en train de cloisonner en France, ce n'est pas vrai pour tous les autres pays, on est en train de cloisonner les espaces. Au lieu de partager l'espace, chacun est dans sa voie. Alors, il y a le bus, il y a le piéton, il y a le vélo, il y a la voiture, et à la fin, eh bien, on tronçonne la ville en petits espaces parce qu'ils deviennent tous petits finalement. Cumulés ensemble, ils sont grands, mais séparés. Et puis, ce cloisonnement, moi je trouve ça cloisonne tout. Ça cloisonne une façon de voir la vie, de voir l'espace et de voir l'échange avec l'autre. Ce cloisonnement, ça cloisonne les esprits, je trouve. Et il y a des pays, et il y a des observatoires qui sont faits d'ailleurs pour la question du vélo. Moi, j'ai questionné, j'enseigne à l'Institut d'urbanisme, et il y a une section qui travaille sur les déplacements. Et cette section-là a fait des analyses et les taux d'accidentalité des vélos sur les pistes cyclables, de taux d'accidents mortels, devient de plus en plus important. Autant depuis une dizaine d'années, les taux d'accidents mortels en voiture diminuent, parce que souvent il y a des croisements. Sur la contre-allée du Prado, on croise des voitures, il peut se passer des choses. Et finalement, le résultat, là, les Pays-Bas sont en train de revenir sur ces sujets-là. Ils appellent ça la cour urbaine, c'est-à-dire l'espace, Laurent en a parlé, partagé par tous. C'est-à-dire la ville est en zone 30, on a tous la même vitesse, et on partage l'espace. On voit les vieilles photos de la Canebière où on avait, alors il y avait moins de voitures, mais il y avait d'autres choses, il y avait des charrettes, des chevaux, il y avait beaucoup de monde, et tout le monde se trouvait, ce qui vient d'être dit, de façade à façade, un espace plat, sans handicap, sans obstacle, et on le partage. Alors peut-être qu'il ne faut pas aller jusque-là, et c'est sûr qu'ils seront contre, mais à un moment donné, si tout le monde, on se rend compte, et c'est ce que fait la Hollande, il y a la ville de Besançon qui l'explore en ce moment, on se rend compte qu'il y a moins d'accidents quand tout le monde fait attention les uns aux autres et quand on se croise, que quand on sépare les espaces. C'est quelque chose qui peut paraître anormal, étonnant, mais ça fonctionne comme ça. Donc, c'est une proposition sur peut-être un test à faire dans cette période-là de déconfinement sur certains espaces. Moi, je continuerai à prendre. Je me demande si, sur la Corniche, par exemple, le double sens,
tout le monde va le prendre quand tout le monde va arriver le 11 mai, tous ensemble, parce que la plupart vont éviter, ça Jean l'a bien dit, le transport en commun. Je le vois dans mon cabinet, ils veulent, soit ils restent en télétravail, ce qui est une bonne solution, soit ils ne prendront pas le transport en commun alors qu'ils le prenaient jusqu'alors. Donc, ils choisissent d'autres options, d'autres façons. Et la voiture, effectivement, ne disparaît pas, ne va pas disparaître. Alors, je voulais juste parler, si j'ai encore 2 minutes. Pour conclure. Oui, de conclure sur la question du logement. Lionel en a parlé et je pense que c'est très, très important. Cette question-là, on voit effectivement, depuis 15 jours, une explosion des demandes de vente, d'achat de maisons individuelles. Donc ça, c'est une vraie question. On sait que le rêve des Français est de vivre à la campagne, en sachant tous les problèmes que ça génère dans l'aménagement du territoire, dans la consommation des terres agricoles. On consomme en 10 ans un département français de terres agricoles, ça n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative? Et comme alternative pour pouvoir vivre la vie de manière agréable, la ville de Marseille en particulier, mais la métropole également. Et ça, je pense que on se doit, au niveau même des règlements d'urbanisme, de se poser ces questions-là. Cette question, elle se pose. Je travaille sur Bordeaux en ce moment. Enfin, il y a quelques années, le maire de Bordeaux, Juppé, avait imposé aux promoteurs, parce qu'il y a ce dont parle Lionel, le logement social, mais il y a aussi le logement privé. Et le logement privé, c'est pire, parce que le promoteur, les surfaces sont encore inférieures à celles du logement social, les surfaces habitables. Et si on n'impose pas aux constructeurs des normes et des profondeurs de terrasses ou de loggia, d'espace extérieur pour le logement, qui fait que là, on en manque cruellement. On le voit bien, comment on offre un extérieur suffisamment grand pour pouvoir planter quelques pots et installer quelques pots, une table, de façon à avoir son petit espace extérieur possible dans la ville. Et ça, c'est possible. Ça s'est fait dans d'autres villes. Il suffit, on impose très souvent dans les règlements d'urbanisme un pourcentage de pleine terre. Eh bien, je pense qu'il faut imposer un pourcentage d'espace extérieur pour chaque logement. Ensuite, il y a évidemment la question des dimensionnements des logements et peut-être aussi de l'adaptabilité des logements, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous handicapés et donc on peut avoir, et on n'est pas obligé d'avoir tous les logements à ces normes-là, parce que ça pénalise énormément les espaces de vie. Et puis, ça peut aller jusqu'au Japon, où ce sont des logements où les pièces sont adaptables selon les moments de la journée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pièces qui évoluent ou des cloisons qui se déplacent. Voilà. Bon, il y a énormément de possibilités, mais ça, les architectes savent faire normalement. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Je vois que, avant de passer la parole à la salle, donc levez la main pour des questions. Lionel, vous aviez levé la main justement pour réagir. Oui, non, je voulais apporter deux petites précisions par rapport à ce qui a été dit par nos amis. D'abord, sur repenser l'espace public. Bon, j'aime beaucoup évidemment l'approche qu'a pu avoir notre ami paysagiste, mais je pense que c'est une approche que l'on peut avoir en hypercentre. Voilà, madame habite la Plaine, elle fait les courses dans un rayon de 500 mètres. Bon, moi je suis maire d'un secteur qui fait la moitié de Paris en superficie. Bon, j'ai 18 noyaux villageois, c'est juste pas transposable. Quand vous habitez au fin fond du quartier des Baumettes, c'est un peu compliqué d'imaginer de ne pas avoir nécessairement à se rendre dans son noyau villageois en voiture. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que souvent, lorsque on est justement amené à réfléchir sur repenser l'espace public, les premiers à s'opposer à cela, ce sont les commerces de proximité qui ne jurent souvent que par la voiture. Et donc, c'est un vrai sujet quand on l'aborde, alors que moi, je suis intimement convaincu que le commerce de proximité va devoir se repenser via l'e-commerce, via la livraison à domicile, via les conciergeries, dans les quartiers pour permettre à tout à chacun d'adapter ses modes de vie et ses modes de consommation en fonction de ses modes de vie. Bon, on sent bien quand même
que ce sont des publics qui ont besoin de faire une révolution intellectuelle qu'ils n'ont pas encore réalisée. Alors, je veux croire que peut-être la crise qui les a poussés, pour certains d'entre eux, à imaginer des systèmes nouveaux de commercialisation de leurs produits nous permettra de le faire, mais j'en suis pas convaincu. Après, dernière chose, je pense qu'effectivement, pour répondre à Corinne, nous avons trop pensé politique du logement et nous n'avons pas suffisamment pensé politique de l'habitat. Et politique de l'habitat, c'est une politique qui est évidemment plus globale, qui est évidemment plus complexe, parce que finalement, si vous y regardez bien, vous avez à résoudre une sorte de quadrature du cercle. Vous avez des enjeux sanitaires qui nous imposent les crises pandémiques auxquelles nous allons être finalement confrontés assez régulièrement. Nous avons donc, c'est la taille des logements, des pièces de vie plus agréables, des choses qui font que vous pouvez rester dans votre logement lorsque vous êtes confiné. Vous avez évidemment des enjeux écologiques sur la transition énergétique, sur le fait que vos bâtiments soient aussi moins consommateurs d'énergie. Et vous avez aussi des enjeux de sécurité liés aux enjeux et aux risques sismiques qui sont aussi une réalité dans nos territoires et qui font que quand vous avez cumulé déjà rien que ces trois critères, eh bien, ça rend le travail de nos amis architectes beaucoup plus compliqué. Et une fois que vous les avez confrontés à ce que sont les obligations des promoteurs, qui eux fonctionnent par des ratios financiers, c'est-à-dire que tant le mètre carré, ça doit rapporter tant. Eh bien, vous vous rendez compte que il y a quand même une grande révolution à faire. Et si cette crise peut nous permettre, en tous les cas, d'accélérer l'évolution, à défaut de révolution, eh bien, je pense que nous, les élus, nous nous devons de l'accompagner. Oui, c'est bien.